On va commencer, parce qu'on a déjà un petit peu de retard sur l'horaire prévu, donc cette avant-dernière table sur les espaces littéraires contemporains. Et nous allons commencer donc avec la présentation de Paola Glenadel, ou dans le monde, le jeu de l'ici et de l'ailleurs dans la poésie de Lou Menezes. Paola nous vient, comme beaucoup d'autres participants de ce colloque, de l'Université fédérale de Fluminense, de Niterói, où elle est professeure et poétesse également, docteur en lettres néo-latines et également traductrice. Voilà, Paola, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Pour 20 minutes. Oh, oui, je sais. J'ai donc pratiqué des découpages dans mon texte. J'espère que le résultat sera cohérent, mais enfin, sinon, vous m'excusez. Parce que vraiment 20 minutes, c'est pas beaucoup. Je sais que tout le monde suit la même loi, mais voilà. Maurice Merleau-Ponty conçoit la peinture comme une investigation du rapport du sujet au monde qui est, selon ma perspective, pour être indépendant de moi, qui est pour moi, afin d'être sans moi, d'être monde. Une telle conscience de la position du moi dans le monde qui sous-tend le travail du peintre, s'oppose à tout projet de soumission de la contingence à l'entendement. Exploitant dans son livre L'œil et l'esprit l'opposition entre la connaissance du monde fournie par la science et celle fournie par la peinture, interrogeant les considérations de Descartes sur la vision et la pensée, Merleau-Ponty propose une profonde méditation sur les territoires de l'art, là où, comme dans la poésie très picturale de la poète brésilienne Lou Menezes, voir, être et penser s'interpellent. Dans ce livre, le phénoménologue met la pensée cartésienne en question en vue de développer ses thèses sur la peinture et sur la perception. En ce sens, il actualise l'idée que Descartes se fait de la vision à travers un jeu subtil avec la modulation d'un ici et d'un ailleurs, qui seront désormais définis par la position du moi dans un monde dont il fait partie en même temps que toute chose visible. Dans les deux cas, la notion d'espace naît d'un rapport au monde qui comprend toujours déjà une distance, même au sein de la plus grande proximité, et qui problématise la définition du visible et de l'image. Les espaces dessinés par la poésie ménésienne offrent ainsi de riches perspectives pour comprendre l'existence contemporaine comme soumise à une logique de déplacement impliquant la fluidification, la circulation et les passages à travers des spatialités préétablies. C'est la direction que suivent les réflexions développées dans un petit livre de poésie publié en 2016, composé d'une partie signée par Lou Menezes, ayant pour titre « Où dans le monde » et d'une partie signée par le poète Augusto Massi, ayant pour titre « Cabinet de curiosité », formule qui a été retenue comme titre de l'ensemble. Pour ce livre, les deux poètes ont travaillé à partir d'un certain type d'objets ou d'actions qui a ouvert la voie à des investigations formelles, discursives et idéologiques diverses. Pour Massi, ce sont les clous, les vis, les marteaux, des outils de toutes sortes, jouant ironiquement avec leur référence à un univers masculin, confronté à celui de la broderie, mais en dialogue avec le dessin choisi par Menezes, où aiguilles, fils, toiles, cercles à broder, entre autres, composent un univers féminin à outrance, mais donnant aussi accès à toute une géographie imaginaire par l'association à leurs correspondants abstraits. Les figures privilégiées par cette logique poétique expansive sont le point, la ligne, le champ. Il faut d'ailleurs indiquer que la traduction de quelques-uns de ces termes est risquée, difficile, entraînant parfois une perte du côté de la réflexion, car, par exemple, en portugais, le mot « ligne » signifie à la fois le fil et la ligne. Allié à la distance ironique par rapport à la question de l'identité de genre,
le choix des 2 épigraphes prises dans les contes de l'écrivain brésilien Machado de Assis vient confirmer la précarité de ces 2 positions, masculine et féminine, en les relativisant par le biais de ce rapprochement citationnel. Il faut dire ici qu'en portugais, le mot aiguille est féminin, comme en français, mais celui d'épingle est masculin, ce qui fait de ces 2 objets les représentants allégoriques des 2 genres dans le texte. L'épigraphe de Menezes porte « Quelle tête, madame! Vous n'êtes pas une épingle, vous êtes une aiguille. Les aiguilles n'ont pas de tête. » Celle de Masse « Sur ma qualité d'épingle, pas besoin d'insister. Je suis une simple épingle vilaine, modeste, pas une épingle de parure. » Comme en écho de cette discussion, dans le poème « Élan bilatéral », placé à l'ouverture du livre, Menezes expose sa tâche et ses intérêts poétiques, mettant en rapport le mouvement vers la connaissance et la condition féminine, sans les associer ni les dissocier a priori, refusant ainsi de se cantonner dans des places figées. C'est le sens apporté au poème par l'usage du préfixe « extra » dans « extra féminine », qui, si loin de signifier, surtout comme dans le langage publicitaire omniprésent dans nos sociétés, le même multiplié par lui-même, plus lui-même que jamais, deux pages, indique un au-delà ou une extériorité du même, faisant signe à un autre mot du poème, extraterrestre. Donc je ne vais pas lire ce poème, parce qu'il y a encore d'autres. La poète expose ici son désir de penser, soutenu par la figure du cercle ou tambour à broder, qui, faisant pivoter les surfaces, servira de dispositif d'observation du monde. La différence qu'elle établit entre savoir et fascination nous parle de cette énigmatique réversibilité entre envers et endroit, ce sont des mots du poème, exposé et caché, et rencontre les réflexions de Merleau-Ponty citées plus haut, qui ont été élaguées, malheureusement. Ce désir de voir l'envers des choses, autrement dit, la brèche, l'ouverture, la déhiscence qu'elle porte en elle, apparaît déjà nettement dans un poème de 2011, où le ciel se descame, que je lis dans la traduction de Patrick Quillier. À l'intérieur de la pizzeria bleue avec nuages, en point, où la peinture se décolle, où le ciel se descame, dénonce le sordide plafond précédent, décoloré comme un chat dans la nuit. Et cela seul fait les délices d'un convive solitaire. Ce point par où, hors encadrement, l'appétit d'un Magritte sur les surfaces lui fait une authentique compagnie. Une authentique compagnie dans un simulacre de ciel enfantillage. Yes, au bas mot, bien plus que la portion dans l'assiette, le morceau de plafond, nu et cru, aperçu minime des limbes, des franches, fidèles, froides limbes. Que ça dure, oh oui, que ça dure. Dans ce poème, qui met en évidence le mot « ou » dès son titre, le mot y sera repris 3 fois, Menezes travaille les rapports entre l'art et la réalité à travers l'image du ciel dont la peinture s'abîme aux yeux de quelqu'un qui contemple cette fente comme il aurait regardé le déchirement des voiles du firmament. Petite révélation sans annonce et sans trompette, le poème nous transporte modeste et comiquement vers l'origine et la fin de notre monde, de nos représentations. Il nous met devant ce point d'impasse de la formalisation, rejoignant ce que Raoult Interlo présente comme une discussion de l'art contemporain dans son attachement au réel et à l'impossible, basé sur la lecture des poèmes de Pier Paolo Pasolini, faite par Alain Badiou dans « À la recherche du réel perdu ». Je vais citer, mais... Voyons, l'histoire est finie, ce qui est la même thèse de Godard, il n'y a que des histoires. Mais Pasolini n'est pas Fukuyama. Alors, on dirait que ce qui est terminé pour Pasolini, pour Badiou, c'est l'histoire comme formalisation, mais cela n'empêche pas, plutôt stimule, qu'on cherche une histoire des impasses de la formalisation. Il arrive
qu'à mon avis, l'histoire des impasses de la formalisation s'appelle archéologie. Dans un sens foucaltien, mais pas exclusivement, cette archéologie chercherait bien les régularités, mais pour y pratiquer des ruptures et des montages, à l'exemple de l'image dialectique benjaminienne, celle qui donne à lire dans l'irruption d'un passé dans le présent le sens profond et urgent de celui-ci. Puisque l'arché dont il est question ici ne coïncide pas avec une origine placée arrière, mais plutôt à une force plastique originaire qui saute sur le présent, Ursprung, pour le façonner, un tel peut évoquer Benjamin à propos de l'aura dans des termes qui se rapprochent d'un processus de montage. En effet, dans l'essai sur l'œuvre d'art en 1936, Benjamin définit l'aura comme un singulier croisement d'espace et de temps, comme l'apparition unique, singulière d'une distance jusque dans l'espace du plus intime et proche. En ce sens, on avancera que dans le titre du livre de Mas et Menezes, Cabinet de curiosité, il y a une allusion à une force archaïque pareille, représentant une sorte d'esprit que l'on pourrait peut-être appeler pré-scientifique, faute d'un terme plus précis. On va voir un peu plus loin, Barthes va employer le mot parascience, mais ici, comme on parlait d'archéologie, donc je fais pré-scientifique, mais c'est pas... Oui. Ayant pour effet de placer la réflexion sous le régime symbolique d'une logique autre. Dans le rapport à la connaissance, les cabinets de curiosité qui sont apparus à la Renaissance en Europe représentaient une façon de découvrir un monde lointain, dans le temps ou dans l'espace. S'il est vrai que leurs collections ont postérieurement migré dans les musées et jardins botaniques, ils n'en ont pas moins été l'objet des critiques des hommes de science en raison de leur manque de méthode ou de la tendance à l'amusement qui les caractérisait. Ils peuvent être situés dans le cadre de ce mouvement de la prose du monde, des similitudes et des analogies, caractéristiques de la pensée de la Renaissance, dont Michel Foucault a décrit la logique dans Les mots et les choses, en l'inscrivant dans une confrontation avec la pensée de la période classique qui prendrait bientôt le relais. Dans son organisation et dans sa visée, le cabinet de Mas et Menezes jouerait donc en quelque sorte avec cette possibilité oratique en réalisant des montages qui injectent de la distance par rapport à la façon actuelle, habituelle de connaître le monde. Cependant, d'autre part, Roland Barthes a trouvé des indices de cette fascination pour l'envers troublant des choses qu'on a indiqué chez Menezes au cœur même du projet rationnel des encyclopédistes. D'une manière générale, l'encyclopédie est fascinée, à force de raison, par l'envers des choses. Elle coupe, elle ampute, elle évide, tourne, elle veut passer derrière la nature. Or, tout envers est troublant. Science et parascience sont mêlés, surtout au niveau de l'image. Il indique par là ce qu'on pourrait appeler, avec Jacques Derrida, une certaine logique auto-immunitaire de la raison même. Donc je saute un peu, j'ai eu le sentiment que ça va dépasser. Ce texte de 64 entretient un dialogue avec le livre de Foucault de 66, qui mériterait sans doute d'être approfondi ailleurs. Quoi qu'il en soit, le travail de Menezes dans ce livre évoquerait pour le contemporain, théâtralement pourrait-on dire, une autre logique en concurrence avec l'ère du raisonnable. Mais la séduction pour la prose de ces amas hétéroclites et pour ceux qui racontent sur le monde ne se limite pas à ce livre et se manifeste un peu partout dans son œuvre, comme par exemple dans le poème « En Rio de Janeiro, luso-hollandais » de 2011. Soulignant le graphique dans le géographique, la scène construite par le poème est ici encore une fois celle d'une peinture murale qui attire le regard du sujet placé à l'intérieur d'un magasin. En l'absence de digue de retenue, l'espace de Rio s'y trouve déformé, reformé,
dans le sens d'un fantastique paysager, confondant les accidents du relief géographique de la ville et incorporant des bâtiments typiques d'un autre continent. Donc là, c'est ma traduction que je vais lire. En plus d'aligner côte à côte Pão de Açúcar, Corcovado, Pedra da Gávea, Dois Irmãos, le Rio peint sur le mur de la boulangerie Bijou avait des moulins à vent au bord de la mer. La baie Carioca, potentialisée par l'esprit agglutinant du peintre, ancrée dans une Hollande sans Mondrian, sans digue de retenue, était encore enrichie par le mécène portugais qui exposait à son tour, contre la liquidité bleue peinte, sur l'étalage de produits laitiers, parmi des boîtes de lait en poudre Nido, un ventilateur poussiéreux, sous-type tropical de moulin. Et les tours des types divers d'elle, dans le regard d'un client, allaient nourrir, tant que son café durerait, une incertaine énergie vitale élémentaire, le poussant de nouveau à traire, la volage vaste, vache bleue lavable, nommée imagination. Le rapport de similitude entre les types de lait, en poudre virtuelle, issus de la traite de la vache imagination, et entre les types d'ailes, du moulin, du ventilateur, articule et multiplie les images ressenties comme autant de lieux ouverts où la pensée se produit. Pour cette poésie ménésienne hautement imaginative qui joue philosophiquement sur les distances et sur les échelles de grandeur, c'est dans le circuit entre le globe oculaire et le globe terrestre, et inversement, que la question du « où » prend tout son sens. Donc l'intérêt pour le jeu entre le maximal et le minimal se trouve exemplairement manifesté dans le poème « Tomber dans la nuit », distance non mesurable 3, série. Dans ce poème, un certain joaillier incruste sur un bracelet de concret, ça et là seulement, en diamant. Il désire qu'on y voit comme, tard dans la nuit, enchâssé sur un immeuble éteint, une ou autre fenêtre allumée. C'est juste quelques vers. Il est possible de comprendre l'art du joaillier décrit dans le poème comme une tentative de, l'expression est de Derrida, démesurer la grandeur, qui correspond aussi à la question soulevée par Barthes dans son texte sur les planches de l'encyclopédie. La poésie n'est-elle pas en certain pouvoir de disproportion, comme Baudelaire l'a si bien vu en décrivant les effets de réduction et de précision du hashish? La démesure ou disproportion constitue un procédé artistique très riche parce qu'elle crée une circulation entre une approche intellectuelle liée à la représentation objective de la réalité, telle que l'échelle mettant en rapport des dimensions permet d'établir, et une approche, disons, affective, pulsionnelle, liée à une représentation subjective pour laquelle il n'y a pas de mesure préalable et peut-être pas de commune mesure. Le poème « Où dans le monde » figure emblématiquement ce travail de déplacement et de disproportion. Ici, l'ailleurs est bien la France par rapport au Brésil, mais aussi le monde par rapport à sa représentation, dans une ambivalence que la polysémie du mot « point », à la fois concret et abstrait, vient concentrer. Donc le poème. Échantillon aux cartes tracées pour que les enfants absorbent la géographie, ont certes inspiré en certains motifs que j'ai vus dans Le Bonheur des Dames à Paris, ayant pour titre « Où dans le monde » et où une fillette regardait sa maîtresse de sa baguette indiquée un endroit quelconque sur notre globe, en simple point du monde, en là, là-bas, par là. Alors, distraite, je n'ai pas remarqué que c'était juste la moitié de la broderie, en diagramme, une grille, en méthodique dessin quadrillé. Mais bien sûr, on ne voit guère tout ce qu'une chose est. Ou devant un homme flottant, moitié dans l'eau, moitié dans l'air. Vous avez aussi conscience qu'il illustre ainsi quelque chose comme la 4e dimension. Le fait est que sur le diagramme en question, un endroit quelconque du globe terrestre coïnciderait avec un point de la broderie.
Le là deviendrait ça, le là-bas ici, sur le cercle de quelques femmes qui à chaque point, à chaque instant, sien et de tout, apprendraient quoi? En plus du précis, présent imprécis, sien dans le monde. Par une mise en abîme agglutinant l'espace du monde, l'espace du globe terrestre, qui le représente didactiquement en plus petit, et l'espace destiné au travail de la broderie, le poème qui représente ce rapport de représentation devient un champ de réflexion en acte sur la création poétique. Il montre ainsi ce qu'il fait et se présente comme un véritable échantillon de la poésie ménésienne dans son essor réflexif à partir de la scène contingente rencontrée au hasard, dans son approche particulière de la temporalité qui ralentit, scande le présent. L'univers de la broderie est ici pris comme paradigme pour penser ce travail dans un geste paradoxal, posant au passage que le vrai bonheur des dames ou autres est celui de brouiller les espaces préétablis, érigés en place, et que le vrai apprentissage est celui de l'incertitude. Donc ma conclusion. Le dernier poème du livre, Lys, parle de la préférence de la poète qui refuse de se livrer complaisamment à l'abondance de motifs floraux existants dans l'univers de la broderie, pour un lys blanc, brodé sur blanc, en point arrière, évoquant le travail du peintre suprématiste Kazimir Malevich. En lys blanc, page blanche, manifeste en sa blancheur la latence de l'avenir. Figure-toi qu'avec lui déjà brodé, je prends congé. Il est à toi. Ce lys performatique vient nous rappeler la nature du travail de l'art actuel. Comme pour Merleau-Ponty, il ne s'agit pas de remplir un fond vide, mais principalement de donner à lire ce vide foncier à travers des opérations de re-spatialisation dans blanc qui se révèlent être déjà en fondement, hypothèse ou subjectile. Donc je cite rapidement Merleau-Ponty. Figurative ou non, la ligne est en tout cas la ligne en tout cas n'est plus imitation des choses ni choses. Si un certain déséquilibre aménagé dans l'indifférence du papier blanc, si un certain forage pratiqué dans l'en-soi, en certains vides constituants, la ligne n'est plus, comme en géométrie classique, l'apparition d'un être sur le vide du fond. Elle est, comme dans les géométries modernes, restriction, ségrégation, modulation d'une spatialité préalable. En ce sens, le poème ferme le livre de façon à ouvrir un espace de réflexion pour le lecteur et aménager une place pour l'avenir. Pourquoi pas? C'est peut-être naïf, mais voilà. Il travaille allégoriquement, car, comme propose Michel de Guy, qui a été cité tout à l'heure, dans son texte sur Baudelaire, l'allégorie dit simultanément ce qu'elle dit et autre chose. Citation. De telle sorte que la platitude séquentielle de l'ordre des choses se creuse de profondeur, s'effondre, si l'on veut, donnant sur une échappée vers le fond de l'inconnu. Aucune énigme n'est résolue, mais plutôt l'énigmatique se laisse entrevoir. Voilà, je vous remercie. C'est la course. Merci. Merci beaucoup, Paola, pour cette communication et avoir respecté à peu près le temps. C'est très bien. Je vais passer la parole à Arnaldo Viananet, qui nous vient également de la même université, donc docteur en littérature comparée et professeur de littérature francophone, mais qui donc va nous parler plutôt de littérature brésilienne aujourd'hui. Hein, donc le titre de la communication, Charlemagne et la représentation du royaume français, dont Romance da Pedra do Reino et O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, de l'écrivain Ariano Suassuna. Je te laisse la parole. Alors bonjour tout le monde, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça va. Là oui. Je remercie l'organisation du colloque et spécialement Madame Eden Martin. Et puis je commence tout de suite, sinon on n'aura pas le temps. Charlemagne et la représentation du royaume français dans l'œuvre de l'écrivain brésilien Ariano Suassuna, roman de la pierre du royaume,
et le prince du sang du va-et-vient. L'identité culturelle brésilienne est l'insertion de l'altérité différentielle dans le canon dogmatique occidental. Dans ce texte, nous avons pour objet d'étude la recherche des différentes formes de citation d'une figure emblématique de l'histoire française, le roi Charlemagne et les 12 pairs de France dans l'œuvre de l'écrivain brésilien Ariano Suassuna, roman de la pierre du royaume. Il s'agit de vérifier sous quelle forme les différentes citations représentent un hommage à la littérature et à l'histoire française et en même temps une déconstruction parodique de l'image de la précédence du patrimoine culturel français. Ce procédé très présent dans le discours littéraire de Suassuna en ce qui concerne l'identité culturelle brésilienne et ses rapports avec le paradigme culturel de l'Occident contribue à la démythification des représentations et des perceptions ancrées dans certains imaginaires de la prévalence de la culture occidentale en tant que modèle à être reproduit, comme nous apprend Jarbas Maciel dans Suassuna et o Movimento Armorial. Je cite « Étrange saga, celle de ce pays. C'est cette vieille histoire de deux Brésils. Du côté de la plage, le Brésil légal, feignant le moderne, qui habite la côte atlantique et qui, dos tourné à son peuple et ses traditions, vit parasitairement de la culture nord-américaine et européenne dans un état d'aliénation perpétuelle. Du côté de l'Interland, le Brésil réel, symbolisé par ce que Ariano aime appeler le peuple des Canudos, fidèle à ses traditions qui s'enracinent dans le patrimoine culturel laissé par les Arabes dans la péninsule ibérique au Moyen-Âge. Fin de citation. À propos de l'aliénation ancrée dans les mœurs du Brésil légal, d'un peuple qui vit parasitairement de la culture européenne, un état d'aliénation perpétuelle, Miner contribue à la problématisation de cette réflexion avec les considérations suivantes. Je cite « La France, bien qu'elle n'ait pas été une puissance impérialiste négligeable en son temps, s'est donnée pour mission, que reflète sa langue, d'être le dépositaire de la civilisation pour le reste du monde. » Fin de citation. La culture française est ainsi érigée en norme universelle. C'est un lieu commun de rappeler que la prééminence de la culture française s'est construite grâce à sa consécration comme référence normative universelle en ce qui concerne les modes de vie, les valeurs, les mœurs, emprises qui, même en ayant perdu une grande partie de son influence à partir de la première moitié du XXe siècle, a gardé toutefois ce statut dans certaines régions et dans certains imaginaires collectifs. C'est contre la généralisation, la pulsion d'un identitaire universel mise en œuvre par des politiques impérialistes que le particulier résiste alors à l'universel généralisant, selon encore Jarbas Maciel, quand il parle d'un impératif catégorique présent dans l'œuvre de Suassuna. Je cite « Si nous voulons récupérer les valeurs sous-jacentes à notre physionomie culturelle, la plus authentique, et qui ont survécu aux successifs assauts de la civilisation matérielle de l'Europe et des États-Unis, nous devrons nécessairement faire attention à notre peuple, le peuple du Brésil réel, en particulier le peuple du Nord-Est, parce que c'est lui, par une série de coïncidences historiques, qui préserve ses valeurs dans son système de croyances et dans ses manifestations artistiques, folkloriques ou populaires. Ces valeurs dorment, miraculeusement préservées de la colère abrutissante du soi-disant processus civilisationnel, emballé au sein des traditions mûries dans les terres de Massapé comme dans la terre brute des Sertões du Nord-Est. Fin de citation. Dans le roman de Suassuna, des fragments de textes historiques d'auteurs cités dans la trame intertextuelle sont recueillis et rassemblés
matériau qui sera transformé en un travail résultant de l'appropriation, de la réécriture, de la paraphrase et de l'ironie parodique comme stratégie productrice de dialogisme, de déplacement des loss narratifs et de multiplication discursive polyphonique qui constituent le texte inachevé de Soissons. Selon Rachel de Queiroz, dans une allusion non seulement au discours de représentation, de transgression et transfiguration du réel, mais aussi aux lieux extra-conventionnels supplémentaires d'élaboration théorique du discours littéraire, dans le concept multidimensionnel et interdisciplinaire bakhtinien, le roman de Soissons est la littérature elle-même. Dans la vaste et éclectique bibliothèque imaginaire qui constitue le réseau des références de l'œuvre d'Ariano Soissons, il est donc question d'analyser le rayon français et ses représentations dans l'imaginaire du nord-est rural brésilien, le Brésil profond, tel qu'il est représenté dans l'œuvre de l'écrivain. Le dialogue intertextuel avec les références françaises est exercé à la lumière des stratégies citées ci-dessus et des processus tels le recyclage culturel et l'avalement anthropophage. Telles pratiques du métadiscours littéraire chez l'auteur rendent possible la manipulation des mécanismes de production textuelle qui privilégient la littérarité de son texte. En donnant son discours littéraire le statut d'une autre forme esthétique, Soissons révèle les différents processus de transformation que le texte citant fait subir au texte cité en permettant au lecteur de comprendre les nouveaux sens que les références appropriées gagnent dans un nouveau contexte. En tant que double narratif de l'écrivain, le personnage Quaderne définit l'acte narratif comme le parcours d'une migration littéraire entre de multiples références. Assumant le défi d'écrire l'épopée du peuple brésilien, ces références naissent du dialogue avec deux sources représentant des conceptions de monde disparates. Le Brésil de Clemente Ravasco, professeur avocat noir et communiste, et le Brésil de Samuel Van Ernst, propriétaire et en faillite des moulins de Pernambuco, fier de son nom néerlandais, hérité des conquistadors dirigés par Maurício de Nassau. Protagoniste, narrateur et écrivain, Quaderne partage avec les lecteurs les difficultés et les angoisses de la production littéraire. En voulant passer à l'acte d'écriture, ce personnage écrivain expose au lecteur une réflexion sur les matériaux cueillis dans les dialogues avec ses deux compagnons qui ont le statut de source de savoirs divers, de maîtres et de conseillers. Ce qui nous intéresse est de vérifier de quelle façon se produit ce dialogue, ce contact entre des références appartenant à des cultures tellement diverses jusqu'à leur transformation dans l'élaboration de l'esthétique littéraire de Quaderne, en prenant entre autres l'exemple de sa relation avec Charlemagne et les 12 pairs de France. Organisé en 85 livrets, le roman nous offre au 9e livret, intitulé « Le 4e Empire », une première référence au roi français Charlemagne. Je cite « On arrive alors au passage le plus héroïque, grandiose, pompeux et chevaleresque de l'histoire de la pierre du royaume. Il est maintenant que le chevalier Sertanejos apparaissent. Tous à galop sur des chevaux, armés de sabres étincelants et arquebuses ornées en argent, dans leur expédition punitive contre les rois bruns et les prophètes de la pierre du royaume. J'ai découvert que ce jour-là, la garde d'honneur du commandant Manuel Pereira se composait de 36 chevaliers. Cela montre qu'il était 3 fois plus important que Charlemagne, parce qu'il avait 3 fois 12 pairs de France. Il s'agissait d'un ennemi implacable de ma maison, mais je souligne sa grandeur par patriotisme sertanejo et pour prouver aussi, dès le début, la supériorité du sertan sur ce petit royaume bête feignant l'étranger médiocre qui est la France. » Fin de citation. Dans le livret « Le 4e Empire », Soissons exécute une parodie caustique caractérisée par l'ironie,
utilisant une de ces ressources narratives productrices de parodies, la critique par le rire, l'humour sarcastique qui déconstruit les formations stratifiées et indique des pistes pour le recyclage identitaire dans l'exercice d'un bricolage esthétique, citant en composition intertextuelle côte à côte les figures du Sertanejo, du roi Charlemagne, du Sertan et de la France. La manifestation supplémentaire de la différence dans son œuvre se produit donc dans l'exercice d'un langage marqué par la réélaboration de la mémoire et la récupération de ses valeurs dans une approche productive de la tradition par son insertion dans un nouveau contexte. Selon Bernard Andrès, s'il y a la contrainte de l'héritage institutionnel, il est nécessaire de l'inverser par le jeu parodique. Pour Andrès, la parodie est un jeu de séduction à partir de la matière dissonante qui subvertit l'institutionnel occidental. Articulée au concept de recyclage culturel, la parodie est donc l'un des mécanismes qui permet l'approche comparatiste entre le roman brésilien et les références historiques et littéraires françaises. Ainsi, mettant en œuvre le défi de réconcilier des côtés opposés, Quaderne essaye d'écrire son épopée en puisant dans des sources apparemment inconciliables. Il nous parle de cette procédure. Il greffe le matériau dissonant dans la trame appropriée, changeant les scénarios, les personnages, les intrigues, les événements et le lexique. Anthropophagie et recyclage culturel sont ici mis en pratique grâce à, je cite, l'incorporation qui est une appropriation de la substance d'autrui par son recyclage dans le métabolisme culturel du même. Fin de citation. Cette appropriation articulée au processus de recyclage garantit à Quaderne, qui incorpore la figure anthropophagique dans la composition de son épopée, le développement d'une technique qui coupe court à toute tentation de fonder une identité homogène, authentique, pure. La figure elle-même comporte le potentiel de subvertir le programme qu'elle est censée réaliser. Décrivant la pensée monarchique de Samuel, Quaderne greffe les éléments sertanejos dans les systèmes de représentation de la noblesse brésilienne et greffe aussi un personnage du sertão, le cangaceiro, dans la trame des batailles devenues justes des nobles normands. Je cite, « La pensée monarchique de Samuel m'intéresse beaucoup, dit Quaderne, car elle prouve l'existence et la légitimité de la noblesse brésilienne et par conséquent des nobles et des rois qui comparaissent à mon épopée. Il est vrai que mes nobles et guerriers sont sertanejos, et Samuel fait beaucoup de restrictions aux seigneurs féodaux du sertão. Mais, même en disant que l'aristocratie sertaneja est barbare, violente, inculte, corrompue et abâtardie, le fait est qu'il accepte son existence. Gustavo Barroso dit que les fermiers sertanejos sont des princes et des rois, que les chanteurs sont des ménestrels nobles, des trouvères et des troubadours, des aèdes semblables aux Grecs, et que les cangaceiros sont des chevaliers médiévaux. Les cangaceiros sertanejos sont des chevaliers médiévaux comme les 12 pairs de France. Et tellement qu'en France, au Moyen-Âge, il y avait des cangaceiros. Oh, gente, cangaceiros en France, tu fais des farces, c'est au père d'Inês Quaderne. Je te le prouve maintenant, c'est au Corregidor. Vous connaissez le roman appelé Histoire de Robert du Diable? Il commence comme suit. Au pays de Normandie, dans la lointaine Antiquité, vivait un certain duc Oberto. Plein de fraternité, était-il le souverain de toute cette ville. Je m'arrêtais regardant le Corregidor d'un air victorieux, mais il demanda impassiblement. « Alors quoi? Alors quoi, demandez-vous toujours? Dis-moi, la Normandie n'est pas en France? » Ouais. Et là, la romance dit, les princes étaient tous rassemblés, nationaux et étrangers.
Ils ont appelé Roberto le bandit Cangacero. On lui a donné un cheval gras, puissant et léger. Et les justas ont commencé. Roberto est parti en premier. Il a foncé sa lance dans la poitrine d'un prince étranger. Celui-là est mort subitement, étant le meilleur chevalier. Un jour, il a trouvé dans un bizarre scénario 30 hommes bien armés, étant le chef en Cangacero. Avant de leur parler, les a d'abord menacés. J'ai dit ces versets et j'ai commenté victorieusement. Vous voyez, monsieur Corrégidor, c'est pourquoi je dis que les nobles normands étaient Cangacero et que cela vaut autant un Cangacero qu'un chevalier médiéval. En fait, les chanteurs et les faiseurs de romans sirtanejos le savent très bien parce que dans les livrets, les fermes sirtanejas sont des royaumes, les fermiers sont des rois, des comtes ou des barons, et les histoires sont pleines de princesses, chevaliers, filles de fermiers et cangaceros. Tout mélangé. Résultant donc de cette pluralité de signes en dialogue, les récits de Soissons offrent à l'analyse des fragments discursifs qui restent de la dispersion du référentiel culturel français au Brésil, en approchant le jeu avec le patrimoine littéraire hérité de sa réécriture dans la mosaïque de citations qui caractérise la construction textuelle de ses romans. À propos de ces hybridités culturelles et textuelles, Chéri Simon dit que le texte hybride, je cite, interroge les imaginaires de l'appartenance en faisant état de dissonances et d'interférences de toutes sortes. On peut dire que dans certains cas, ces effets de dissonance sont le résultat d'une relation de transfert ou de passage qui n'aboutit pas à un produit naturalisé, acculturé, mais qui laisse des traces du premier texte dans le nouveau. Le texte hybride est donc un texte qui manifeste un vocabulaire disparate, une syntaxe inhabituelle, un dénouement déterritorialisant, des interférences linguistiques ou culturelles, une certaine ouverture ou faiblesse sur le plan de la maîtrise linguistique ou du tissu de référence. Ces effets esthétiques sont les résultats de la situation de frontière que vit l'écrivain, qui, par sa prise de conscience de la multiplicité, choisit de créer un texte créolisé, selon l'expression d'Édouard Glissant, c'est-à-dire un texte où la confrontation des éléments disparates produit du nouveau, de l'imprévisible. Fin de citation. Le choc entre ces différents repères culturels, entre des croyances, des valeurs, des mœurs, des traditions diverses, produit une imprévisibilité qui est saisie dans l'élaboration littéraire de quadernes. Du moins, il essaye de la saisir. Le mélange des références les plus disparates s'est traduit sous des différentes formes. Et je vais finir avec cette citation. Alors, citation du roman, et je cite « J'appartiens à la maison royale », pour voir comment il va mélanger tout ça, « J'appartiens à la maison royale du sertão do Cariri. C'est à ce titre que mes 12 frères bâtards me servent de garde d'honneur quand, par hasard, il me faut faire une cavalcade héroïque semblable à celle de Dom Antônio de Maris ou à celle du capitaine mort Gonçalo Pires Campelo, ces deux Charlemagne de Dom José de Alencar. Margaride, dit ici au docteur, n'est-il pas vrai que mes frères sont 12 pairs de France de mes chevauchés? Les figurants des chevauchés sertanejas sont 24 chevaliers armés de lances et représentant les 12 pairs de France de la corde bleue et les 12 de la corde incarnée. Les bleus sont des chevaliers croisés et chrétiens, et les incarnés sont les chevaliers morts et musulmans. Et le plus beau pour moi, c'est que représentant les rouges, les partis des morts, portent toujours les mêmes noms que les bleus, ayant par exemple un Roland et un Olivier bleu et chrétien, et d'autres Roland et Olivier morts et incarnés. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous complétions les 24 chevaliers avec un nom de père de France pour chaque paire de deux. C'est pourquoi j'ai mis en évidence 12 favoris parmi mes frères bâtards,
en les faisant assumer dans le chevauché le rôle de ma garde d'honneur. Si j'étais Samuel, j'aurais mis tous les 12 dans la corde bleue, et si j'étais Clément, dans l'incarné. Mais moi, Quaderne, fidèle à mon orientation monarchiste de gauche, j'ai mis 6 dans la corde bleue et 6 dans l'incarné. Avec cela, je garantissais un titre de pair de France certanégeau pour chacun d'eux et en même temps organisait avec le 12 ensemble le détachement bleu-rouge de ma garde royale. Et alors, je vais finir avec un petit commentaire sur ça, 3 lignes presque. Alors, il est ainsi que Soissons, dans son discours littéraire, à travers son double narratif, l'épopéietta quaderne, résout à travers l'hybridation entre les champs opposés ce qui, à prime abord, semblait irréconciliable. Pour cela, il assume la bâtardise caractéristique de ce procédé, car, une fois mis en contact, les références originales sont maculées par le choc et l'interaction avec l'autre, faisant de sorte que les pairs de France deviennent, entre autres, les pairs de France certanéjos. Cette fois-ci, l'écrivain des Amériques a su, par la ruse certanéja, prévoir l'imprévisible dont nous parle Glissant, puisque le résultat de son hybridation est bel et bien le détachement bleu-rouge de ma garde royale. Merci de votre attention. Merci Arnaud pour cette lecture très incarnée de ton texte. Oui, mais on va traverser de l'autre côté de la baie de Guanabara avec donc Godofredo d'Oliveira Neto, qui est de l'Université fédérale de Rio, qui est professeur à cette université et également écrivain, romancier. Et c'est justement donc d'un de ses romans qui va nous parler de la composition de ce roman, Amores Exiliados, qui existe également de sa traduction française, Amour exilé. Godofredo, à toi la parole. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je remercie l'Université de Pau, particulièrement Eden. Merci. Du côté brésilien, je remercie vivement aussi les professeurs Jobim, Elisabeth et Charles de Mel. Je ne vais pas donc présenter une étude, mais plutôt un témoignage. Je prie donc aux collègues de bien vouloir m'en excuser. Le parcours de Fábio et Lázaro, deux jeunes rêveurs en quête d'un Brésil plus juste et démocratique, ce sont les deux personnages du roman, les conduit à Paris dans les années, au début des années 70. Avec Muriel, une Française, ils forment les 3 personnages principaux du roman Amours exilés, que, comme vient d'être dit, c'était publié aussi en français, et la 2e édition est sortie cette année. Et vous vous souvenez tous, ce sont des époques sombres pour la démocratie brésilienne. Le Congrès national est fermé, les libertés individuelles sont restreintes, la censure officialisée, la torture autorisée. Fábio et Lázaro fuient. Les réels brésiliens imaginent un autre Brésil et tentent de comprendre et d'aimer les pays qui les accueillent, en l'occurrence la France. Tous les deux fuient en direction de l'art, en direction d'un monde sans Dieu de l'art. Je pensais un peu à Graciliano Ramos parce qu'il est plus connu en France à cause grâce au film Sécheresse. Dans ce roman, Vidas Secas, l'auteur, le narrateur décrit une marche infatigable. Ces personnages, dans un déplacement infini, marchent vers un monde meilleur, une terre plus juste. Et ils marchent vers l'art. Le livre est un formidable exemple de la relation conflictuelle entre les romans et la réalité à travers le temps. Donc, fuir la dure réalité et la faim, c'est rêver d'un monde imaginaire. Aussi, la cruelle réalité est également celle de la dictature
brésilienne vécue par Fábio et Lázaro. Je suis allé chercher là, dans ma jeunesse académique en France, où j'ai fait mes études, Lukács, dans la théorie du roman, le roman est l'épopée d'un monde sans Dieu. La psychologie du héros romanesque est démoniaque. Dans le connu livre Roman des origines et origines des romans, vous venez tous, Marthe Robert, cette marche de l'art est le désir inconscient de corriger l'histoire individuelle et de refaire le monde. C'est donc à partir d'une négation du monde et de l'auteur que l'art romanesque se construit. Les voyages se transforment alors en voyages initiatiques ou en une relecture de sa propre vie, comme essaye justement de le faire Fábio, Lázaro ou le personnage de Graciliano Ramos. Les mythes de la forêt vierge romantique, les rêves américains des années d'après-guerre, les textes du XVIe siècle sur le Nouveau Monde sont des manifestations de ces malaises psychologiques des artistes et de leur marche inexorable en quête d'une terre promise, matérialisée en art par l'écrivain. L'exilé, forcé ou non, essaye d'imaginer d'une façon positive sa terre d'asile, sans y arriver forcément. Comme je parlais de Graciliano Ramos, le regard est très important dans le livre parce que la chienne baleine, elle regarde et elle pense plus même que les enfants qui n'ont même pas de nom dans le livre, mais elle a un nom, elle s'appelle Baleine. Et donc le regard, hier, on a parlé aussi de Machado de Assis, on a vu le regard, l'importance du regard, est connu de Capitou, avec le regard dissimulé. Et aussi, dans Amour exilé, pour Fábio Lázaro, qui sont confrontés à un monde en désordre, le regard est l'instrument privilégié du registre de ces chaos. Ainsi brutalisés, les personnages cherchent une issue. Et dans les livres, justement, c'est le regard de Muriel, la française, la belle et énigmatique française, qui altère et déboussole les points d'équilibre des deux exilés amoureux et dont la forte émotion viendra troubler la raison. Quelque chose d'inattendu, dans la mesure où deux personnages qui ont souffert la torture, très dure, qui pensent et mettent toujours la raison devant les émotions, mais lorsque entre en scène l'amour, peut-être la raison cède la place. Et c'est ce qui va se passer. Avec donc Muriel, et évidemment, on est déjà en train de penser à l'idée de la jalousie. Comme par exemple dans ce passage du livre à propos des yeux. Muriel gardait les yeux braqués sur son compagnon. Il lui semblait qu'elle n'essayait pas, et pire, que ses mots disaient une vérité et son regard une autre. À Fábio de faire son choix. Les paroles agencées, enjolivées et contrefaites, ou les chromatismes rebelles, libres et inconnus de ses yeux. Ou encore, le jeu de l'Iracema gauloise, aujourd'hui on vient de parler de José d'Alencar hier aussi, dans Iracema c'est un des personnages dans des romans romantiques brésiliens. Les yeux de l'Iracema gauloise étaient froids, un peu troubles. Il ne s'arrêtait sur rien. Il semblait que la lumière bleu-vert des iris de Muriel ne brillait que quand ses pupilles volaient la couleur et l'énergie des yeux des autres. Donc tous deux disputent l'amour de la même femme, leur expérience de la torture et leur objectif politique déterminé, comme je viens de dire, n'arrivent pas à vaincre les aléas du sentiment amoureux. Aveuglés par la jalousie, ils se laissent guider par leur pulsion. Amour exilé veut être aussi une rupture et déformation, et pas une simple
représentation. Comme l'écrit Didier Huberman, c'est avec les rêves et c'est avec les symptômes que Freud a brisé la boîte de la représentation. C'est avec eux qu'il a ouvert, c'est-à-dire déchiré et libéré la notion de l'image. Loin de comparer les rêves à un tableau ou à un dessin figuratif, il insistait au contraire sur sa valeur de déformation. L'art littéraire, comme on l'a déjà défini depuis longtemps, comme j'ai dit aujourd'hui, je replonge un peu dans mes débuts académiques en France. Et dans la revue telle quelle, que je garde avec un grand soin à la maison, Foucault, Barthes et Derrida, c'est une petite intimité, mais Barthes et Derrida ont été mes professeurs, donc je n'oublie pas, et ça m'émue même de pouvoir parler ici comme ça. Donc l'art littéraire n'a pas pour mission de refléter la personnalité d'un sujet, ni l'organisation d'un monde réel. L'écriture, dans son fonctionnement producteur, n'est pas une représentation. Ici, Vidas Secas ou Amours exilés ont des liens avec la réalité extérieure, oui, mais ces liens sont différents de ceux qui se manifestent entre signes et référents. Le texte littéraire maintient un simulacre des référents et crée un espace de tension où les sens se construisent et se déconstruisent sans cesse, comme l'affirme Jacques Derrida dans son classique de la grammatologie. Nous sommes justement dans le monde de l'art. Amours exilés est une œuvre de fiction et nous devons tenir compte du fait que, du coup je pense plus récemment à Terry Eagleton et sa facilitation, c'est son mot, de la notion de littérature pour les commandes mortelles, c'est ce mot encore. La littérature n'existe pas de la même manière que les insectes. Et les jugements de valeur qui la constituent sont historiquement variables. Mais ces jugements ont eux-mêmes une étroite relation avec les idéologies sociales. Mais c'est essentiellement le témoignage donné par une Française qui m'a fourni la base concrète pour la construction d'Amours exilés. J'ai transcrit une partie de ces témoignages que j'avais enregistrés au Café des Flores, pas une coïncidence, au quartier latin à Paris, à l'époque sur un vieux magnétophone Grundig. Plus tard, elle a donné un autre interview, déjà avec un portable, et donc je fais un petit mélange. Là était l'âme, dans ses paroles, l'esprit, l'essence de la matérialisation du roman. Je les voyais, lorsqu'elle parlait, je les voyais déjà finis. La partie technique du travail serait les fruits d'un mélange de Flaubert, que j'ai lu depuis petit au lycée à Santa Catarina, à Blumenau, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Faulkner, au canto général de Neruda de l'époque, et Juan Rulfo, je lisais à l'époque Pedro Páramo. Dans les années 70, les couloirs du métro de Paris nous apportaient la musique, les couleurs et les parfums de l'Amérique latine. Donc, permettez-moi de vous lire, Monsieur le Président de la séance, de lire une partie du témoignage de Muriel Sandrine et Charlotte Leroux, recueilli dans le café du quartier latin, comme je dis. J'ouvre les guillemets. Bon, j'ai connu de très près 4 Brésiliens exilés en France. Fabio, Lázaro, Sarinha et Alex. Mais la communauté brésilienne exilée était énorme. Lázaro et Fabio étaient toujours ensemble, unis par la ASL, le sigle qui d'ailleurs, elle dit, que j'ai inventé pour éviter les problèmes politiques, qui préconisait la lutte armée au Brésil. Mais peu à peu, installés à Paris, ils ont échangé la lutte armée contre les débats culturels. Je vais aussi, en disant ça, que dans le dialogue France-Brésil, j'avance déjà qu'il va y avoir un changement de vision, et j'avance l'idée aussi que le découpage des partis politiques brésiliens à partir des années 80, fin des années 70, a été, grosso modo, dessiné à Paris. C'est un truc qu'on n'entend pas souvent, mais pas seulement, mais c'est ici, en France, parce que les exilés, comme je vais voir, étaient tous là, de tout bord.
L'intellectuel, bon, je lis encore Muriel, mais peu à peu installés à Paris, ils ont échangé la lutte armée contre les débats culturels. L'intellectuel avait, oui, un rôle à jouer dans la transformation sociale. L'université a alors été choisie comme les partenaires les plus importants. La solitude pour les uns, une étrange allégresse pour les autres, l'angoisse pour la plupart d'entre eux. Tel était l'univers des exilés. L'insécurité psychologique débouchait soit sur une acceptation exagérée de la terre d'asile, soit sur un sentiment d'aversion totale. J'ouvre les guillemets du livre. En France, il existe un humanisme qui fait de ces pays le berceau de la tolérance, disaient les uns. Je ne suis pas d'accord. S'il en était ainsi, les gens ne seraient pas aussi froids et de mauvaise humeur, d'après les autres. Elle continue. Je suis d'abord sorti avec Lázaro, les Baïanais, noirs. C'est important ici parce que ça va avoir une question raciste, hein, inattendue aussi. Je sortais avec les Baïanais, puis avec Fabio, originaire du sud du Brésil. Sarinha et Alex, deux personnages qui sont venus en France après la chute d'Allende dans les années 73, qui ont venu grossir le monde exilé des Brésiliens à Paris. Sarinha et Alex, qui étaient plus, parce que déjà les deux autres étaient déjà dans le monde parisien, vin, fromage, cigarettes gauloises. Sarinha et Alex se disputaient souvent avec eux, mais à la fin, ils finissaient toujours par s'embrasser. Je pense que les climats des guerres au Brésil leur paraissaient chaque fois plus distants. Désormais, justement, là où nous sommes, la référence était l'université. Lázaro étudiait à l'école pratique des hautes études, fréquentait des séminaires à Jussieu, à IEDES et au Collège de France. Il disait « Je m'assois au premier rang des cours de Lévi-Strauss au Collège de France », affirmait-il fièrement. Il citait toujours Foucault et Althusser. Il était aussi parmi les meilleurs élèves du cours d'histoire de la Sorbonne. Et rien ne rappelait son enfance pauvre et noire des trottoirs du Pelourinho à Salvador da Bahia, comme il aimait le dire lui-même. Fabio était un lecteur compulsif. Il faisait un doctorat en lettres à Nanterre. C'est comme ça qu'il fouillait son passé douloureux et préparait sa transformation. On le sentait. Paris était propice aux études. Il avait rencontré Barthes et Derrida, qu'il avait accueillis chaleureusement, comme d'ailleurs il le faisait souvent avec tous les Brésiliens, ces deux professeurs. Les intellectuels français nourrissaient une relation très très forte avec les Brésiliens en exil. Alain Touraine recevait Fabio à bras ouverts dans sa salle de l'école pratique, tout comme Julia Kristeva et à Jussieu et Poulantzas à Vincennes. Même François Mitterrand, plus tard donc président, a même reçu une délégation d'exilés brésiliens dans son appartement du quartier latin. C'est Fabio qui était à la tête du groupe. Cela faisait 1 an que je vivais avec Lázaro, quand j'ai fini par m'intéresser à Fabio. Ces beaux garçons renfermés, mais charismatiques, qui vivaient dans un monde de douleurs et d'angoisse. Lázaro a accepté, il a été obligé d'accepter, mon changement de partenaire. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais je me suis senti attiré par Fabio. Je pense que je porte en moi un Lázaro et un Fabio. Un jour je suis l'un, le jour d'après je suis l'autre. Contrairement à ma vie avec Lázaro, légère et libre, les jours avec Fabio ont fini par devenir un véritable enfer. Mieux vaut ne pas donner trop de détails. Mais je dois reconnaître que j'ai beaucoup appris avec les deux, vraiment beaucoup. Je pense que cette relation entre la France et le Brésil est quelque chose de très très profond. J'ai été une instructive métonymie de cette union entre les deux pays. Fabio et Lázaro reconnaissaient également avoir beaucoup appris à Paris. Ils avaient mûri politiquement, comme ils aimaient à dire. Je pense avoir contribué à cette maturation, encore elle, et même du point de vue intellectuel,
J'ai entamé un doctorat en sciences sociales, mais ce n'est pas été à cause de ça. J'ai contribué vraiment en tant que Française, et rien de plus. Et nous, Français, nous avons également appris et mûri avec tous ces exilés brésiliens. Fábio et Lázaro, donc je mélangeais de temps, sont rentrés au Brésil, c'est toujours elle, à São Paulo. Moi, je travaille dans la culture, à la mairie de Paris. Je suis resté ici, mais je ne suis plus la même. C'est Serge, le diplomate français de l'époque de la dictature au Brésil, qui m'a récemment donné de leurs nouvelles. Sarinha est à Recife. Elle travaille au secrétariat de la culture d'une petite ville de l'État de Pernambouc. Elle a fini par se séparer d'Alex, qui s'est marié avec une Algérienne et vit à Bruxelles. Il est professeur. Sarinha et Alex citaient toujours Sartre, Merleau-Ponty dans les discussions. Sarinha avait très bien connu personnellement Pierre Bourdieu. À l'époque, Lázaro disait qu'elle était follement amoureuse de lui. L'engagement de l'intellectuel dans la vie publique devait être constant pour certains, montbruyant et banalisé pour d'autres. Lázaro avait plongé dans cette polémique avec passion. Il avait une grande discussion à l'époque à Paris sur la limite qui sépare la différence culturelle des principes de base de l'humanisme. Les jeunes Africaines étaient excisées à la naissance, ce qui les empêchait d'avoir du plaisir sexuel. Était-ce un droit à la culture, une traduction à respecter? Fábio défendait les principes de base fondés sur les droits de l'homme, allant jusqu'à l'intervention militaire dans les pays, si nécessaire. Lázaro relativisait. Lorsqu'ils sont arrivés à Paris après la mort d'Allende au Chili, comme j'ai déjà dit, Sarinha et Alex, ils ont établi un point d'équilibre à moyen terme entre la France et le Brésil. Elle m'a notamment appris à respecter la brésilienne et les droits à la parole de l'autre dans une interminable assemblée. La bonne formation scientifique et intellectuelle des Brésiliens a d'ailleurs toujours surpris les Français. Voilà les 4 Brésiliens que j'ai connus de près. Mes 2 amours du Brésil, on croirait entendre Dona Flor, ces 2 maridos, sont à São Paulo, professeur à la USP, avec un peu de la France dans les veines. Et moi, j'ai continué à vivre à Paris, mais un peu à la manière d'être brésilienne. Quand j'ai composé, je ferme guillemets, quand j'ai composé Amours exilés, je pensais toujours qu'il était important d'avoir à l'esprit les rôles de la littérature. La littérature est un espace singulier où les conflits historiques s'universalisent, mais dans un langage qui n'est qu'à elle. La littérature a un langage propre. Il faut faire la différence entre les récits historiques et la littérature. La littérature peut capter une ambiance. C'est cette ambiance que j'ai voulu apporter dans Amours exilés. Et la littérature s'approprie des ustensiles conceptuels typiques d'une époque ou d'une mentalité. On dit par exemple que l'ésotérisme est apparu en 1775 et marque une réaction au rationalisme des Lumières. Je saute ici une partie parce qu'il y a du temps. Excusez-moi de mon émotion, c'est une époque très très forte. Il faut également remarquer qu'il est possible d'entrevoir à partir de l'exil, comme j'ai dit tout à l'heure, le découpage de la politique brésilienne au cours des dernières décennies et la division des partis. Juste pour vous avoir une idée, vous avez tout l'éventail politique brésilien, par exemple José Serra, qui connaît la politique brésilienne, Fernando Henrique Cardoso, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Luiz Nunes, d'un côté, José Dirceu, José Genuíno, Miguel Arraes, Dilma Rousseff, tous ces gens-là étaient tous exilés à Paris. Donc, c'est-à-dire ils étaient tous contre le régime, mais c'était contre, à l'intérieur, à l'intestin, il y avait une bagarre. Bon, je parlais une chose aussi, c'est dire, c'est une richesse, comme ce dialogue France-Brésil, la richesse des Brésiliens, ce qu'ils ont appris ici. Je crois qu'il faut que ça vaut la peine, peut-être, 1 minute et demie. Les Brésiliens, donc, grâce à la France, en exil, ont aussi eu l'occasion de mieux connaître les autres latino-américains réfugiés en Europe. C'est-à-dire, le Brésil a toujours tourné les dos. Pays hispanophone. Ils se sont rapprochés de la latinité, très mal connue d'eux. Cela a créé un réseau affectif plus large que la simple politique qui existait déjà, bien sûr, entre politiciens des pays latino-américains,
mais qui était juste politique et pas culturelle. Il y a eu aussi dans ce même domaine affectif, et c'est très intéressant, je pense aussi, un grand rapprochement avec le Portugal. Ça, c'est une grande nouveauté, c'est-à-dire grâce à la France encore, c'est pour ça que j'ai dit. La culture lusophone a imprégné les Brésiliens d'une génération peu habituée aux coutumes du Portugal. C'est là, à l'aide de la cuisine, à la lecture d'écrivains politiques portugais, plongeant avec force les exilés dans un univers littéraire portugais beaucoup plus large que celui qu'ils avaient connu dans les écoles brésiliennes, avec les classiques Camões, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa. Même certaines tournures du portugais du Portugal sont devenues courantes dans la façon de parler des Brésiliens. L'Afrique, aussi, grâce donc, et ça va avoir une importance après, lorsque les exilés sont rentrés, l'Afrique et les Africains, pratiquement méconnus des Brésiliens, absolument, malgré les 51% d'origine africaine au Brésil, mais l'Afrique est absolument inconnue. Et c'est ici que les Brésiliens ont réussi à connaître l'Afrique. Donc l'Afrique et les Africains, pratiquement, sont tout comme les cultures arabes et turques, pareil, sont devenues aussi familières aux exilés. Celle du Maghreb pour ceux qui sont restés en France, la turque pour les Brésiliens qui sont partis à Paris. Enfin, tout ça, j'ai fini. Je saute, hein. Avant de conclure, si vous me permettez, il faut parler aussi de la notion d'amour. C'est que beaucoup d'exilés, femmes et hommes, se sont mariés en Europe, ont eu des enfants et sont restés ici. Certains sont des grands journalistes aujourd'hui à Paris, d'autres des professeurs universitaires dans des villes européennes. Et l'on peut dire également qu'en dépit des rancœurs et d'amertume, ils gardent en général un grand amour pour le Brésil et pour la France. Le thème de l'amour, important pour l'analyse littéraire dans les romantismes, dans les réalismes, les modernismes et dans les romans contemporains, doit également servir, je le souhaiterais, à la lecture d'Amours exilés. Je me suis pas mal attardé sur cette notion pour la construction psychologique des trois personnages et notamment celle de la jalousie. J'ouvre les guillemets, partie du livre. Excusez-moi, il y aura un gros mot. Je ne peux pas parler d'amour et de jalousie, c'est un gros mot. Les guillemets, c'est Fabio, le plus jaloux. Le blanc, c'est ça qui est important, parce qu'il y avait une bagarre, il va devenir raciste alors que c'était impensable. Où est allé se cacher Muriel à cette heure-ci? Fabio remontait vers le jardin de Luxembourg, encore ouvert, et entrait dans l'allée principale en parcourant du regard les platanes, les fleurs, les tilleuls, tel un animal solitaire perdu dans la forêt. La putain de menteuse, où est-ce qu'elle a bien pu se fourrer? Elle est sûrement allée se faire baiser en douce, la salope. Dans sa bouche de Fabio, la saveur âpre avait gagné en intensité. Un arrière-goût qui rendait ses mots acides, empoisonnait ses sentiments et nécrosait sa vie. L'objectif du narrateur, c'était d'éviter justement l'héroïsation des personnages exilés du roman, et cela constituait le défi artistique. C'était impensable d'imaginer un Indien comme Peri, de romantisme sans défaut, avec un amour, dévotion. Évidemment, il fallait montrer ici, justement, les contradictions de tout le monde, et je finis pour de vrai. Je pense que l'œuvre littéraire, c'est fini, promets, ne surgit pas de façon abstraite. On ne peut pas se borner à l'analyse des représentations individuelles ou collectives qui sont présentes. Cela signifierait refuser le formalisme et le positivisme qui s'intéressent aux faits littéraires sans les situer dans l'histoire. Signifierait refuser l'analyse de l'œuvre en cherchant ses sources et des influences. En écrivant ces livres, je pensais bien sûr au contexte historique et social du Brésil et de la France, mais aussi à la culture. Et comme l'a écrit Jobim, José-Louis Jobim, j'ouvre le guillemets, si on parle des contextes sociaux, historiques et économiques spécifiques, commençons alors par rappeler que la plus récente des crises internationales de la culture a justement concerné la façon de considérer les biens culturels de l'humanité. Les mots d'ordre de cette crise ont été exception et diversité culturelle. Sur la question d'un éventuel message qui pourrait contenir le roman, je pense que, j'ouvre guillemets,
ceux qui cherchent à resacraliser le monde et la vie sont aussi impies que ceux qui désespèrent à cause de sa profanation, c'est Agamben. Entre donc la littérature vue de façon autonome et la littérature vue comme source pour les études culturelles, j'ai choisi les deux. J'ai construit Amour exilé sur cette pensée. Merci beaucoup, excusez-moi encore une fois de l'émotion. Merci beaucoup, Godofred, pour ce beau témoignage et avoir accepté de nous parler de ton œuvre, ce qui n'est jamais très évident, de faire de l'auto-analyse. Je passe la parole maintenant à José Domingues de Almeida de l'Université de Porto. Il est professeur au département d'études portugaises et romanes à la faculté des lettres. Et il est docteur en littérature française contemporaine. Et il va nous parler donc du Brésil révélateur et l'exil ambigu dans l'herbe à brûler de Conrad Détré et la salamandre de Jean-Christophe Ruffin. Merci. Tout d'abord, un grand merci à Eden et à Lionel et un grand bravo aussi pour l'organisation. Une lecture attentive au schéma diégétique des romans autofictionnels du romancier belge naturalisé français Conrad Détré, L'herbe à brûler, et du romancier français Jean-Christophe Ruffin, La salamandre, permet de dégager, à des moments historiques distincts, des représentations du Brésil en tant qu'espace initiatique d'auto-révélation et de prise ou perte de conscience de la réalité, faisant apparaître le voyage, voire l'exil, dans ce pays, sous un jour ambigu, marqué par l'échec ou le drame, mais toujours par une transformation radicale et décisive. À l'instar de l'auteur, Conrad, le narrateur et personnage principal de L'herbe à brûler quitte la Belgique non sans prendre tout d'abord congé de son grand paysage natal, celui de l'enfance. Son instituteur de Roquelange confiera un souvenir émouvant. Détré était venu lui expliquer, je cite, « pourquoi il abandonnait la prêtrise et allait au Brésil alphabétiser les pauvres ». Les véritables raisons de ce désaveu, Détré ne devait véritablement les livrer que dans sa trilogie autofictionnelle en guise d'introspection et de récapitulation. En 1962, Conrad Détré débarque au Brésil. Ce pays vit dans l'instabilité sous le régime de João Goulart, même si ce président a tenté quelques réformes sociales et démocratiques. Ces troubles et autres dérives politiques lui vaudront d'être renversé à la manière sud-américaine par un coup d'État militaire orchestré par les États-Unis en 1964. L'herbe à brûler décrit ce débarquement d'un jeune Wallon dans ce Brésil exotique, torride, imprévisible et en pleine ébullition. Je cite, « Dockers et porteurs refusaient de monter à bord. La grève était générale, elle durait jusqu'au lendemain matin. Chacun n'avait qu'à emporter avec lui ce qu'il pouvait. Ces sales communistes, entendis-je grommeler. Très vite, Détré fraternise avec la gauche du Christ, les mouvements ouvriers et estudiantins chrétiens et la mouvance politique souvent crypto-marxiste de l'Église catholique, celle qui soutiendra les thèses polémiques de la théologie de la libération et qui sera à l'origine des communautés ecclésiales de base. À cet égard, Frei Beto apporte un éclairage complice sur la première période du séjour de Détré au Brésil. Je le cite, « Il travaillait comme militant à la JOC internationale à Rio de Janeiro, où j'étais, moi, Frei Beto, dirigeant à la JEC. En 1963, Détré milite au sein du Movimento de Ação Popular, premier embryon d'un parti chrétien de gauche et prolongement politique de la JOC. Il met à l'épreuve ses projets et brouillons de vie d'un apostolat laïque. À 22 ans, il se sent euphorique. Je vivais dans un état de pieux émerveillement et dressais le bilan spirituel de ma vie. J'étais né pour l'amour de Dieu et des hommes. J'étais un mystique d'un genre nouveau. Toutefois, l'atmosphère exubérante, métisse et déréglée du Brésil devait vite venir à bout de ce chaste et naïf projet de vie ascétique. La réalité locale, ses rythmes et cultes devaient littéralement dévorer le jeune Belge, l'écraser. Détré n'y va pas par quatre chemins.
il applique à sa renaissance tropicale les catégories baptismales de sa théologie louvaniste. Je suis né en 1937 au pays de Liège. Une deuxième vie a surgi et a bouleversé la première, en 1963 à Rio de Janeiro. Dans le premier temps, je fus villageois de race wallonne, de religion catholique et de langue française. Dans le second, je devins banlieusard d'appartenance carioque et de langue portugaise. Ce qui le fascine, c'est ce Brésil métissé, populaire, plus africain qu'européen, et ferait bête de rappeler le rôle essentiel joué par Deutré dans la divulgation de la négritude, concept politiquement dangereux et embarrassant dans la deuxième nation nègre du monde, car, avoue-t-il, son cœur était noir. En effet, a posteriori, Deutré verra dans l'émancipation de la condition des Noirs une chance et un projet pour la forte population nègre brésilienne, même si cette revendication très postmoderne et politiquement correcte fait quelque peu oublier l'urgence d'une quelconque révolution. Comme pour Béatrice, la négritude confère à sa vie un sens. Mais le 2 avril 1964, le coup d'État militaire renverse le régime plutôt démocratique de João Goulart et impose une dictature militaire appuyée par les États-Unis sous le général Castelo Branco. Dans L'herbe à brûler, Deutré fait allusion à l'exil du président déposé. Je cite, « L'ancien magistrat suprême et sa femme s'envolèrent en pyjama pour l'exil. » L'histoire prendra désormais un cours plus tragique. Les différents mouvements progressistes entrent dans la clandestinité et dans la résistance armée, souvent sous un jour plus marxiste que léniniste. Le MDB, mouvement de résistance fondé par le mythique guerriero Carlos Marighella, gagne du terrain et s'organise en cellules de base infiltrées à tous les niveaux de la société, tandis que le mécontentement populaire suscité par le régime dictatorial augmente. Conrad Deutré s'engage dans les rangs de l'opposition clandestine dirigée justement par le guerriero. La description de la résistance où le narrateur joue le partisan étranger infiltré occupe justement une bonne part du récit de L'herbe à brûler. Ce roman reproduit fidèlement la militance clandestine de Deutré dans un Brésil où règne la complicité et le danger. Les tracts, les réunions secrètes, les transports d'armes, les raids contre des banques et des casernes, des enlèvements de personnalités liées au régime dictatorial jusqu'à son arrestation par le DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, la torture et l'expulsion du pays. Deutré a le sentiment de vivre une épopée d'un genre nouveau, grisante et périlleuse. Il joue le justicier au sein d'une société corrompue et inique. Nous étions en fait des anarchistes chrétiens. Nous vécûmes dans l'illusion lyrique pendant un an, dit-il. Les personnages et militants de ce roman sont souvent des prête-noms de compagnons de route ou de guerrilleros que Deutré a fréquentés à cette époque terrible, tous admirateurs de Fidel Castro et de Che Guevara. Tous sous le commandement de Marighella et dont le narrateur a trouvé bon de maintenir les vrais noms. Ils revêtent les traits de martyrs d'une religion nouvelle et naissance. Il y a Maura, Teresa, Rogério, Rumando, Regina, Béatrice qui prêtent ses traits au personnage de Sonia dans L'herbe à brûler, Fernando, etc. Pour Deutré, cette période de guérilla urbaine est aussi l'occasion d'épouser toutes les richesses culturelles de l'exubérant Brésil, de faire sien ce métissage ethnique, de se laisser dévorer par ses cultes africains et païens, et d'intégrer son carnaval sensuel et déréglé, de confronter sans cesse son nouvel ici tropical et exotique au là-bas de ses origines wallonnes. Lui, le séminariste de Saint-Tron, lui, l'étudiant chaste de Louvain, le voilà initié au rite afro-brésilien. Je suis un fils d'Ogum des 7 épées, l'Orisha impétueux, esprit de la guerre et du feu. Il a subi des fermetures du corps aux mauvais esprits, des rites de purification. Il a fréquenté des pères de saints et mères de saints. La période du carnaval carioque, dans son dérèglement des sens, sa réhabilitation des bas instincts, son goût intense du chaos, feront le pont
entre ces deux univers denses en émotions, hauts en couleurs et en odeurs, les dieux et le sexe. En quelques mois, l'ambiance populaire brésilienne sape 2 décennies d'éducation catholique reçue dans la sereine mais terne Belgique. Cette évolution personnelle, ou ce baptême culturel et sexuel, Conrad de Trait l'a longuement décrit dans L'herbe à brûler, roman initiatique. Conrad, le narrateur autodiégétique, subit son dépucelage dans un bidonville de Volta Redonda par les soins de Dona Joseph, sacristine rêvant de devenir prêtresse d'un culte pathologique. Tel fut mon dépucelage, dit-il, un coït turbulent, difficile à pratiquer dans cette caisse mal assurée, un mauvais moment. Mais ce faux pas devait s'avérer un introïde vers une plus vaste découverte, une capitulation plus intense et voluptueuse. Au son de la samba, envoûté par les rythmes afro-brésiliens, le narrateur apprend à ses risques et périls combien, pendant le carnaval, on fait ce qu'on veut et que l'amour fait mal, je cite. Voilà qu'une jeune fille l'attire, le suce, extirpe de son corps chaste et clérical un plaisir insupportable et délicieux, une douleur indicible mais bonne, qu'une autre s'offre à lui sur la plage avant que par inadvertance il ne pénètre une vieille femme couchée à même le sable de Copacabana. Conrad se sent la victime d'un culte orgiaque qui le dépasse, le broie. Il l'avoue, tout le carnaval m'avait envoûté. On avait abusé de moi. Ces vieux réflexes ascétiques ne l'ont toutefois pas quitté. Le remords me ténaillait, mon âme se tordait. L'initié compulsif n'est pas pour autant au bout de ses peines. Il lui faut encore éprouver l'orgie homosexuelle, celle dont le désir n'était que latent, mais qui insiste désormais à se montrer au grand jour. La folie carnavalesque le conduit vers le jeune nègre Fernando, lui aussi apôtre laïque des favelas de Rio, dont il tombe sous la perverse et aberrante confrérie. Nous sommes tombés à genoux, l'un devant l'autre, toujours enlacés, mouillés, baignant dans sa puissante odeur de nègre, et on s'est regardé. Or, ce Fernando ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette personne de race noire, elle-même éduquée dans la religion Ubanda, et qui rendit de Trait très réceptif, je cite, à cette culture afro-brésilienne. Quelques années plus tard, de Trait devait apprendre que ce même Fernando avait, dans le contexte postmoderne, retrouvé la religion de ses ancêtres. Cette ambiance festive, intermittente, ne doit pas faire oublier la gravité de la situation politique et la dureté de l'engagement du guérillero. Les opérations armées s'intensifient en réponse au durcissement du régime militaire. À la demande de Carlos Marighella, de Trait traduire en français le manuel pratique du guérillero urbain dont devaient s'inspirer les groupes terroristes européens des années 70 dans leurs actions clandestines. En février 1967, peut-être victime de trahison au sein de l'organisation, de Trait est arrêté à Rio de Janeiro par le DOPS, la police politique du régime militaire. Étant donné le climat de durcissement de la dictature et les suspicions du DOPS, l'organisation confère une fausse identité à de Trait et de l'herbe à brûler à de Trait et celui donc de l'herbe à brûler. Il s'appellera Domingues, ce qui n'a pas évité les soupçons de la police. Domingues, ça fait portugais, comme mon nom. Ça fait portugais, très portugais, mais avec ses yeux bleus. Soupçons donc. Ce pseudonyme semble reproduire fidèlement la stratégie du guérillero de Trait. Alors qu'il revisite le Brésil après avoir été amnistié, de Trait ne craint-il pas d'être rattrapé par son passé? Alors il dit, en bon agitateur, n'est-ce pas, Senor Domingues, va peut-être me lancer ironique mon interrogateur. Lors du premier interrogatoire et avant les tortures, le DOPS saura déjouer cette ruse du guérillero en lui imposant son véritable nom, dur rappel de sa belgité, évocation du père et déni ou amputation, c'est selon, de sa condition exotique. Tout à coup, on crie mon nom, le vrai, celui de mon père. Échappant à des tortures supplémentaires par l'intermédiaire de l'ambassade de Belgique, pour laquelle cet énergumène s'avère plutôt gênant, de Trait se voit expulsé du Brésil, censé retourner dans une Belgique qui à première vue ne lui dit plus grand-chose. Il s'installe un peu malgré lui à Paris,
justement en 68. En fait, Fernando et le Carnaval de Rio ont ouvert le narrateur à la réalité du métissage et de la mixité en tant que valeur positive de l'ailleurs, inconciliable avec l'insoutenable creux de l'ici belge. Dès lors, l'extranéité et l'exotisme, au lieu de susciter un sentiment de répulsion et de réserve, celui-là même que de Tré prêtait à sa Belgique, natale et rurale, prélude à une invitation à la rêverie, à l'exil et à la mixité. Être belge, ce sera avant tout avouer un statut d'apatride mentale, d'originaire d'un pays irréel, d'un néant inavouable. La fugue, puis l'exil, s'imposent tour à tour pour mieux radicaliser la dialectique du là-bas, attrayant, voire envoûtant, malgré la couleur de l'autre et l'ici blafard. Dans L'herbe à brûler, Rodrigo illustre cette dichotomie et nous rend par le biais du regard de l'autre une image insipide, morne et blême de la réalité européenne, belge et blanche. Ainsi, le teint tanné et l'exubérance dont Rodrigo, l'autre, est porteur, se répercutent sur l'argumentation de son discours politique. Le Brésil est brouillant de vie et de problèmes qui suscitent tous les engagements, tandis que la Belgique et la vieille Europe apparaissent ternes et apathiques. C'est ce qu'éclaire l'argumentaire politique de l'étudiant brésilien. Là-bas, aucun prêtre ne peut l'éviter. Les enjeux de l'Église sont toujours des enjeux politiques. Chez lui, on se divise sur des choses plus graves. Ton Europe, elle n'a rien à voir avec mon rêve. L'Europe, pour moi, c'est des noms d'auteurs. Il disait ton Europe comme s'il vivait en plein dedans. Je veux dire, chez nous, en Amérique du Sud, là, on se bat pour des questions décisives. Si la Belgique n'est qu'une insignifiante parcelle du vieux continent, ankylosée par l'ambiance feutrée de son bien-être et de sa sécurité, et où la révolution s'avère improbable, le Brésil, en revanche, incarne la béance dialectique de l'histoire, l'espoir de tous les progrès et de tous les engagements. À cet égard, Conrad figure l'inconscience critique et politique. Je suis mal, la politique ne m'intéresse pas et d'ailleurs je n'y comprends rien. Mais une fois initié à la militance dans le tiers-monde, Louvain, substitut métonymique de la Belgique, lui semble un lieu à quitter. J'ai quitté Louvain comme on quitte, recrue d'air vicié, un WC public. On le voit, le récit est bâti sur un schème narratif qui pointe le roman d'apprentissage. Envie de Brésil, représentation du Brésil, début de séjour enthousiaste, acculturation, notamment par l'accès à la langue et au rythme, découverte actentielle d'un ami amant exotique issu des bas-fonds, des plaisirs, des boires, problèmes, entremises diplomatiques, ambassade en vue du rapatriement, et retour au Brésil ou rapport positif mais assagi avec ce pays. À cela s'ajoute l'engagement religieux et humanitaire de l'écrivain, une carrière diplomatique ou l'inscription dans la tradition des écrivains diplomates. Or, ce schème narratif entier revient dans un autre roman à thématique brésilienne par la plume de Ruffin, qui avait déjà fourni Rouge Brésil, cette fois avec la salamandre. L'écrivain engagé dans les ONG, l'humanitaire, la géopolitique et la diplomatie s'intéressent à nouveau au Brésil. En effet, Catherine, une Parisienne de 46 ans en vacances pour 3 semaines chez un couple d'amis, a fait la rencontre de Gilles, un jeune autochtone issu des favelas. Merci. Et revoilà. Il en résultera une affaire amoureuse qui va lui faire perdre toute raison, la transformer en femme soumise. Une fois se sentant sans attache en France, elle vend tous ses biens, s'installe définitivement au Brésil pour vivre une passion ravageuse, sordide, avec ce jeune amant mulâtre. La voilà soumise, dépossédée de tout et réduite à un corps battu dont on profite. 2 éléments plantent le décor du récit sous forme de prémonition du désastre. Au désastre, l'incipit qui présente le Brésil sous un jour ambigu, potentiellement dramatique, je cite, un lieu de tragédie et non seulement de délices, et par ailleurs le motif de la salamandre, batracien mythiquement résistant au feu, ce qui prélude aux brûlures et à la défiguration infligée par Gilles. Je cite, il saisit le réchaud, c'est à la fin, à essence et en vida le réservoir sur Catherine. Or, ce manque total d'estime de soi se justifie par un alepse interposé dans le récit par une enfance française sans éclat, banale, à nouveau comme la Belgique, et sans souvenir dans un village appelé Perche. Un père collabo, un mariage raté, un premier emploi qui l'attachait à cette misère molle, associée au rat.
et des parents qui ne lui manquent pas sans qu'elle puisse se l'expliquer. Et je la cite, c'est l'enterrement des parents, il se mit à pleuvoir sur le cimetière et les croque-morts, laissant filer les cordes mouillées, déposèrent rudement le cercueil femelle sur le cercueil mâle qu'il avait fécondé. Elle pensa que c'est une bien grande douleur de ne pas aimer ses parents, qu'ainsi on ne peut espérer l'amour ni des autres ni de soi-même. En fait, le champ sémantique prémonitoire du feu, mythiquement associé à la salamandre, annonçait subtilement ce dénouement. Le feu est la providence du voyageur. Tout comme dans l'herbe à brûler, le voyage au Brésil devient l'occasion d'établir une dichotomie radicale entre l'ici européen, invivable, et le là-bas, exotique, attrayant brésilien. Quelques jours de séjour au Brésil ont suffi pour creuser un fossé culturel infranchissable, acté par le retour provisoire de Catherine en France pour se débarrasser de tous ses biens, quitter définitivement son emploi. En effet, je cite, « Dans les couloirs humides de l'aéroport, Charles de Gaulle, Catherine a dévisagé la foule pâle qui parle français. » Ses compatriotes. Le soleil brésilien lui manque déjà et la confronte à sa nouvelle extranéité chez elle en France. En fait, les représentations du Brésil s'opèrent à partir des différences climatiques. On était dimanche, la ville était déserte, la population entière se rassemblait sur la plage. En arrivant au bord de l'eau, Catherine eut une sensation de panique. Tout était absolument excessif. Le soleil, déjà haut, lançait des paquets de chaleur qui raclaient la peau, mais aussi végétale. La campagne, la végétation. À nouveau, tout comme dans l'herbe à brûler, les clichés exotiques, voire idylliques d'hiver du Brésil, dégagent des représentations qui touchent la pauvreté et la misère des favelas, d'où est issu Gilles, et qui engendrent la méfiance du couple français qui l'héberge. Ils disent « C'est le Brésil », conclut Richard avec un sourire un peu pensif, un peu méprisant aussi, des chirurgiens formés aux dernières techniques et des types dans la rue qui tueraient un aveugle pour 10 $. Pour enchérir plus tard, les gens sont proches de la nature ici, ce sont des sauvages dans leur genre. Cette vision nuancée du Brésil se trouve véhiculée par ces expatriés à Recife qui accueillent Catherine et qui, à l'instar des services consulaires français sur place, deviendront des adjuvants avisés de la malheureuse héroïne. Il, le consul, comme la Belgique, l'ambassade, savait combien les touristes sont vulnérables dans ce pays. Il pensait demander au Quai d'Orsay l'autorisation de faire imprimer une petite brochure mettant en garde contre les dangers de cette ville et décrivant les principaux pièges. Rappelons que, dans l'herbe à brûler de Conrad de Trait, les services diplomatiques de la Belgique avaient tiré le jeune militant politique de prison et d'une mauvaise passe dans un pays jugé dangereux et hostile. Je termine. Mais c'est en tant que roman initiatique et d'apprentissage, déjoué à la fin par l'ambiguïté du Brésil, que nos deux récits se rejoignent et de surcroît sous l'effet envoûteur et transformant du carnaval. Si le carnaval carioca avait complètement modifié Conrad de l'herbe à brûler, celui de Recife et Olinda n'est pas en reste. De plus en plus abandonné et humilié, mais subjugué par Gilles, Catherine s'intègre aux réjouissances carnavalesques, vitalistes, pour mieux s'oublier et se fondre dans le contexte tropical. Tout comme chez De Trait, la longue séquence narrative carnavalesque rend compte en crescendo d'une lente mais profonde mutation de la personnalité et sa déseuropéanisation en somme et l'acquisition d'une nouvelle identité, fût-elle maladive. Je cite, « Le carnaval approchait. Dans cette irrépressible montée aux extrêmes de l'intensité sonore qui caractérise le carnaval. Elle avait profondément besoin de fête, car elle n'est pas seulement divertissement, mais élan tragique, fusion de l'être avec la multitude. 4 jours durant, Catherine mêla sa solitude à l'immense foule du carnaval. Elle se mêla aux centaines de noirs en robe blanche qui frappent 2 coques de métal qu'ils appellent agogo sur un rythme usant de mélancolie. Dans une rue, elle vit un homme empoignarder un autre. Puis elle s'enfuit et elle fit de même. Le rythme de la musique l'habitait, surtout le hoquet du frevo, partout, parfois, comme un repos, le tressautement d'une samba. C'était enfin le mercredi, le carnaval était terminé. Ici aussi, et je termine vraiment,
Aussi, à l'instar de l'herbe à brûler, le carnaval métaphorise et fait culminer un processus initiatique latent, malsain, depuis l'arrivée au Brésil, fondé sur une trompeuse impression de liberté. Catherine se méprisait d'avoir tenu jadis tous ses propos ineptes sur l'indépendance, quand pour elle, aujourd'hui, la liberté véritable, c'était au contraire de dépendre de la satisfaction de Gilles. De plus en plus soumise à son gigolo, ensorcelée et inconsciente de tous les dangers, elle découvrait ce pays, une vraie vie, mais qui devait s'avérer avilissante et violente. Si au Brésil, Catherine croit avoir trouvé l'amour pur et être finalement à même d'effacer son identité et son passé français, Catherine ne songeait même plus que l'eau pût la séparer d'un ailleurs, encore moins que cet ailleurs eût été autrefois chez elle. Eh bien, ce sentiment n'est plus qu'un terrible leurre que le feu, les brûlures et la défiguration viendront à peine tempérer. La malheureuse héroïne, impassible et résignée, reprendra la gestion d'un petit estaminet sur la même plage où Gilles la séduisit. Ce faisant, Catherine s'avère salamandre, l'animal mythique résilient. Remarquons que chez Dautrey, le sémantisme du feu était également bien présent. Dans le titre, l'herbe était destinée à être brûlée. Ces représentations font apparaître un Brésil ambigu, terre de feu, ce Brasil incandescent, se montre attrayant mais potentiellement tragique, voire mortel. Le feu purifie et révèle l'être au grand jour dans ses fourvoiements. Tout comme la chaleur, il l'expose et le révèle à soi, mais personne n'en sort indemne. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, cette étude de romans. On va peut-être passer la parole au public. J'ai là les micros. On peut prendre un peu de temps, malgré le retard, j'ai envie de dire. Le retard est considérable? Non, on a commencé en retard. C'est pas tellement. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour l'une ou l'autre, ou plusieurs de ces présentations qui dialoguent, hein, d'ailleurs, les unes avec les autres? Bonjour. D'abord, je voudrais féliciter toute la table, mais je voudrais poser la question à Monsieur de Almeida à propos de Jean-Christophe Ruffin, parce que moi, il me semble qu'il a voulu, quand il a fait ses livres, donner à lui-même une réponse à l'autre Brésil qu'il présentait dans Rouge Brésil. Parce que dans Rouge Brésil, le Brésil est plus ou moins paradis, n'est-ce pas? C'est les Français qui sont méchants, n'est-ce pas? Les Français colonisateurs qui viennent et qui restent là dans l'île de Villers-Gagnon et qui se disputent tout le temps. Les mâles est européen, n'est-ce pas? Et plus tard, c'est comme s'il se rachetait. Voilà, il voulait, bon, mais écoutez, il y a un autre Brésil, hein, c'est le Brésil, société détruite par la civilisation, enfin, et il va montrer la violence, la misère, et enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que moi, j'aimerais beaucoup, j'ai jamais fait, j'ai fait un travail sur Rouge Brésil, à l'époque, je ne connaissais pas la salamandre. Et après, j'ai pensé à faire un travail pour comparer ces deux romans. Je trouve que ce serait très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Et je vais avouer que je n'ai pas lu Rouge Brésil, ce qui est horrible. Mais il faut... Et je n'en ai lu que les résumés, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc je ne peux me prononcer que sur ce que je connais. Mais de ce que j'ai lu, effectivement, on peut penser à une compensation de Ruffin par rapport à ce qu'il a dit dans Rouge Brésil.
Ceci dit, moi, ce que je voulais, c'était surtout voir, c'est vrai que les Français d'un côté, puis les Brésiliens, l'image des Français puis l'image des Brésiliens différentes, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était voir comment deux romans, dans deux situations complètement différentes, la Belgique et la France, faisaient une expérience d'un personnage au Brésil qui était tout aussi initiatique dans un cas que dans l'autre. C'est ça qui m'intéressait. C'était pas comparé oui. Je veux dire, je n'arrivais pas à comparer, je ne pouvais pas comparer deux étapes du même auteur, mais ce que je voulais, c'était de deux pays, de deux situations à des époques différentes. Et c'est parfait, en lisant l'un, moi connaissant Dautrey, j'ai tout lu. C'était même une thèse de doctorat. Mais là, j'ai tout lu. Mais Ruffin, je n'ai lu que ça et j'ai trouvé saisissant. Donc, mais voilà, ça enrichit encore. Et ça me donne envie de lire. Ah oui, je crois que c'est intéressant parce que là, c'est les bons sauvages. Oui, voilà. Et l'autre, c'est le Brésilien méchant, n'est-ce pas? Alors donc, c'est un bon rapport à établir là dans ces deux visions du Brésil. Oui. Et c'est quelqu'un qui connaît bien le Brésil, Ruffin, n'est-ce pas? Il l'a vécu longtemps. Et je peux poser une autre question là, c'est à Godot, hein? Godofredo, pardon. Je l'appelle toujours Godot, pardonnez-moi. Bon, Godofredo, dans quel sens on peut dire qu'Amour exilé est un roman autobiographique? Ouais. Ah. Non. Bon, voilà, c'est ça. Bien, c'est une époque, donc je vivais là, à Paris, j'ai appris beaucoup de choses, il y a des tout, c'est comme on dit en portugais, ma coche des retalhos, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai entendu parler, d'autres j'ai vues, d'autres j'ai senti, d'autres j'ai vécu. C'est aussi une biographie, parce qu'il y a une coïncidence, c'est-à-dire que j'ai fait exprès ça. Fabio, dont je parlais tout à l'heure, il est de Santa Catarina comme moi. Alors, les gens disent, mais alors, si c'est pas vrai, pourquoi tu as mis ça alors? Parce que ça fait marcher la machine émotionnelle plus facilement. Et donc, évidemment, mais je ne peux pas dire que c'est... Parce qu'il y a des choses... Par exemple, le roman de Ruffin, là, il avait des palmiers, il met des palmiers pour dire qu'il n'existait pas au Brésil à l'époque. Donc, c'est-à-dire, si on veut prendre ça rigoureusement, c'est une faute énorme. C'est-à-dire, des palmiers, ces grands palmiers, là, venaient d'Asie. Les Portugais, donc à l'époque, ils n'avaient pas du tout ce palmier-là. C'est pas brésilien. Donc, on va dire que, sûrement, ils le savaient, enfin. Mais bon, donc, il y a des choses on sait que c'est pas vrai, mais on ajoute, ça fait bien. C'est pour ça la différence entre histoire et littérature, c'est-à-dire qu'on se permet certaines libertés factuelles. Quoi. Donc mais j'ai vécu beaucoup de ces situations-là, beaucoup. Donc je vis des choses horribles. Il y a aussi dans le moment de fragilité beaucoup de trahison, beaucoup entre les gens, entre les Brésiliens, je veux dire, des trahisons de toutes sortes. Et donc ça, pour un roman, c'est bien d'écrire, parce que c'est-à-dire là, il y a un moment de forte émotion. Hein, et la politique, enfin, mais c'est pas moi, pas vraiment moi. Mais il y a des moi, mais c'est pas moi. J'aurais une question à Arnaldo. Arnaldo, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de l'héritage du mouvement armorial? Moi, je pense à Antônio Nóbrega et... Pardon? Non, c'était un beau chien, je n'ai rien dit. Pardon. Juste et Antônio Nóbrega, et si tu connais, et du coup, dans les dialogues, des groupes français comme, je pense qu'ils ne jouent plus, mais les Fabulous Troubadours ou les Femusté, qui sont vraiment, du coup, qui dialoguent vraiment avec la culture du nord-est du Brésil et je trouve avec l'œuvre d'Ariano Suassuna. Oui.
Ce que je connais, alors, le mouvement armorial, Soissons a fondé ce mouvement et dans la musique, dans la représentation, on va dire musicale et tout ça, c'est Antonio Nobre qui est le plus grand vraiment représentant. Et puis il est allé même, c'est ça que je connais le mieux, quand il est allé à Rio et puis au Canecan qui n'existe plus. Et je suis allé 2 fois le voir. Et puis là, il joue et il chante, voilà, les paroles aussi de Alliance Soissons, entre autres, bien sûr. De lui-même, il danse, c'est vraiment un spectacle. Hein, il danse, il chante, il y a un mélange de théâtre et tout. Et il y a toute une esthétique alors, n'est-ce pas, que Soissons a fait un peu, ce que Soissons a fait, on va dire, n'est-ce pas, pour la composition de son roman, hein, ce texte hybride, ce texte composite, hein, c'est un peu, n'est-ce pas, bien sûr en gardant les proportions, les différences, ce qu'ils font aussi, ce que, on va dire que Antoine Noble fait un peu aussi dans ses compositions esthétiques aussi. Et pour ce qui est du mouvement armorial, c'est ça justement. Hier, quand on a parlé ici de cette monarchie, bien sûr dans une autre discussion, du côté historique, géographique, tout ça, je pensais justement à cet imaginaire qui existe encore de nos jours. Ce roman de Soissons a été publié en 71, oui. Et puis, ça existe, on va dire, un sentiment monarchique encore qui survit dans un certain imaginaire collectif du nord-est brésilien et surtout à cause des figures messianiques, justement. Alors là, il pense que certaines figures comme Dom Sebastião, qui est très présente, cette figure est très présente dans le roman, va revenir. Il va réapparaître au Brésil, justement, na Pedra do Reino, pour sauver, n'est-ce pas, ce peuple qui est là, on va dire, en misère totale. Et voilà, mais ça veut dire que existe une misère sociale et existe la croyance. Alors, on va dire des éléments nécessaires pour que cela survive, existe toujours dans ce Brésil il y a malheureusement beaucoup de Brésiliens qui ne connaissent pas. Alors même, on va dire, Soissons, malheureusement, il est décédé récemment, et il disait, tu sais, dans ses aulas de spectacle, que justement, lui, ce qu'il n'accepte pas, c'est que les Brésiliens, ils accouraient, ils étaient nombreux pour voir un concert de Lady Gaga, et que là ils ne connaissaient pas, par exemple, le mouvement armorial. Et qu'il y a très peu de Brésiliens, bien sûr, si on compare, qui connaissent, ils ne connaissent pas vraiment Antoine Noble, par exemple, et ce mouvement armorial. Et voilà qu'ils vont voir Lady Gaga. Alors voilà, c'est pour ça qu'il parle de ces 2 Brésils très différents et tout ça. Mais par rapport je ne veux pas parler trop, alors là, du mouvement armorial, mais c'est ça. Alors il reprend tout ça, il fait toute une étude vraiment profonde, il veut récupérer cette monarchie et tout ce qui vient avec. Alors l'armorial qui représente tout ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière question alors, et après je vous proposerai de faire une très 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 courte pause parce qu'on est vraiment très en retard. Bonjour, j'étais pas là avant, je débarque, mais j'espère que vous allez me pardonner un peu le manque de littérature, mais bon, c'est pour ça que je suis ici. J'ai trouvé ça très intéressant, ce résumé du livre, et justement cette partie sur cette Europe apathique qu'observe cette ressortissante, enfin,
cette personne. Et j'aimerais savoir s'il y avait d'autres exemples littéraires pas forcément de Brésiliens, mais de personnes ayant éprouvé les deux cultures et parlant de cette Europe-là, justement, qui rencontre une grave crise, je pense, en ce moment, et qui pourrait se nourrir, justement, à l'époque de la mondialisation, de ce Brésil où il y a tout à faire, apparemment, mais qui reste brûlant. Mais on revient sur des clichés, en fait, parce que le premier roman dont j'ai parlé, c'était des années... le récit se passe, si on veut, dans les années 60. Donc, c'est pas la mondialisation, c'est pas l'Europe en crise, c'est même l'Europe en construction et même Le problème, c'est pas ça. Dans le cas du premier roman, c'est surtout parce que c'est un Belge. Et la Belgique, qui a un problème identitaire certain, la France, c'est pas vraiment la même chose. La Belgique, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est à partir du vide, du creux. Les années 60 et les années 70, première année, deuxième année des années 80, marquent en fait les revendications identitaires des écrivains belges, qui justement revendiquent d'avoir une histoire propre qui n'est pas française, une langue, etc. Donc c'est plutôt ces implications, c'est le vide identitaire en Belgique par rapport à n'importe quoi, fût-ce la France, mais qui existe d'un point de vue identitaire, je veux dire d'un point de vue historial, concret, identitaire. Par exemple, Conrad de Trey, après le Brésil, ira au Portugal, c'est lui qui va... Il sera journaliste lors du 25 avril, donc de la révolution des œillets à Lisbonne. C'est lui qui... D'ailleurs, le roman est écrit à Lisbonne, et il dira que le Portugal, c'est merveilleux, c'est tout... Il n'y a pas que le Brésil, hein. Il serait parti ailleurs, ce serait pareil, je veux dire. C'est la Belgique. Il le dit lui-même, je suis en plein dans la révolution. À nouveau, ça lui rappelle un peu le Brésil parce que ça risque de tomber à gauche. À nouveau, les États-Unis sont très sourcilleux et pointilleux. Ils essayent de voir si le Portugal ne tombe pas dans le marxisme et le léninisme, un pays en plus de l'OTAN. Donc, et il dit, mes confrères... à Bruxelles, me demande, oui, mais il y a du sang, il y a des problèmes dans les rues. Non, c'est très calme, c'est une révolution très calme. Oui, mais t'es sûr, il y a rien d'autre, parce qu'on veut faire du tourisme révolutionnaire. À l'époque, on en voudrait un peu plus. Et voilà. Donc, lui, il sent que, il le dira lui-même à Lisbonne. Là, il est carioque à Lisbonne, c'est la saudade. Moi, maintenant, je suis portugais, je sens la saudade comme eux, je pense comme les Portugais, je vois le Tage, j'imagine l'empire colonial. Donc, il serait parti ailleurs, il est mort trop tôt. Hein. Des premiers écrivains à mourir du sida, en fait. Et ça nous mènerait ailleurs aussi, mais du point de vue français. Donc, voilà. Bien, donc on termine cette session et on reprend dans 5 minutes.